Vous regardez Croissance Verte sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la 29e édition des Mardis du BAM, dont l'objectif principal était d'analyser de manière prospective l'avenir de l'agriculture sénégalaise en 2050 en mettant en lumière les scénarios d'agro-industrie et d'agroécologie. Ces rencontres organisées par Maïsra, l'ISRA BAM, le CIRAD, la FAO et la GIZ s'inscrivent dans une série d'événements publics visant à partager les conclusions de l'exercice de prospective agroéco 2050 Sénégal et à explorer les implications pour les systèmes agroalimentaires durables dans le pays. Leur importance réside dans leur capacité à promouvoir le dialogue, à sensibiliser et à encourager l'action en faveur d'un paysage agricole sénégalais durable et prospère. Vous le constaterez dans un instant à travers notre reportage et afin d'avoir un éclairage complémentaire sur le sujet, nous sommes avec le docteur Mahfouz Sarr, assistant du représentant de la FAO au Sénégal, chargé de programme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Docteur Sarr, on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Régis Moukila et Bachir Yazbodian. Initiée en 2004, la conférence publique des Mardis du BAM permet aux chercheurs sénégalais et étrangers d'échanger avec les citoyens sur les résultats d'études menées sur des sujets d'actualité axés sur l'agriculture au Sénégal. Pour cette 29e édition, le débat était centré sur les perspectives de l'agriculture sénégalaise en 2050, mais surtout de définir les modèles agricoles pour le Sénégal afin de satisfaire les besoins en alimentation et la préservation de l'environnement. On parle de l'agriculture familiale, de l'agriculture industrielle. On sait également qu'on sait qu'il y a une agriculture qu'on dit conventionnelle, donc c'est une agriculture qui promeut l'utilisation d'engrais, de produits chimiques pour produire intensivement, qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Et il y a l'agriculture agroécologique qui se veut une agriculture respectueuse de l'environnement, mais qui se veut également intensive. Et donc la réflexion a voulu voir quand on est sur deux modèles qui sont très contrastés. C'est très contrasté parce que dans une agriculture industrielle, on promeut l'intensification industrielle. Et dans une agriculture agroécologique, on promeut l'intensification mais agroécologique, c'est-à-dire qu'on utilise les ressources du territoire. Pour essayer d'apporter des réponses efficientes et basées sur des données quantifiables, les différents experts se sont projetés sur une période de 50 ans. Une prospective, ce n'est pas de la planification. Donc une prospective, c'est vraiment imaginer des futurs possibles pour le futur. Et en général, les prospectives, on ne travaille pas à 5 ans, parce qu'en général, travailler à 5 ans, c'est typiquement des activités de planification. Et en général, on prend, on va dire 25, 30 ans, parce que c'est à peu près une génération. Et donc ça fait un peu sens, c'est un peu loin, et donc ça nous permet de nous extraire du présent, et ça c'est quand même l'objectif. Mais par contre, c'est pas non plus de faire des prospectives à 100 ans, parce qu'à 100 ans, c'est tellement loin qu'on a très difficile de se projeter. L'agriculture sénégalaise se trouve à la croisée des chemins, confrontée à un choix crucial entre deux modèles distincts, l'agroécologie et l'agro-industrie. Des politiques visant à renforcer ces modèles sont nécessaires pour promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement. Il y a vraiment un besoin d'intensification. Maintenant, comment on intensifie? Parce que si on intensifie de façon industrielle, on s'inquiète qu'on va détruire notre environnement. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de réfléchir comment intensifier durablement. Donc cette prospective a voulu partir de données. Pour chaque modèle, on regarde combien est-ce qu'on investit en intrants, combien est-ce qu'on a en production, quelle implication ça a en revenus, en emploi, etc. Et donc aujourd'hui, on va partager ces résultats-là. On verra chaque modèle, ce que ça peut avoir comme type d'implication. Et l'enjeu, c'est de permettre aux politiques publiques de voir comment jouer la coexistence. Parce qu'il ne s'agit pas de leur dire vous prenez ça ou ça. On leur montre ce que chacun des modèles peut avoir comme implication et à eux de voir maintenant dans les différents modèles comment est-ce qu'ils vont combiner des éléments pour accompagner, promouvoir le modèle d'agriculture qui va convenir au Sénégal. Face aux défis posés par des changements climatiques, la communauté agricole sénégalaise se mobilise pour redonner priorité à la terre. Conjuguer science et pratiques agricoles traditionnelles apparaît comme un outil indispensable pour développer des méthodes résilientes et adaptées au climat.
pour notre agriculture, qu'elle soit conventionnelle, qu'elle soit écologique, nous avons besoin de changer de pratique. Nous devons redonner la vie à la terre par rapport au changement climatique. Attention, je défie les scientifiques, c'est eux aussi qui me l'ont dit, je ne suis pas scientifique, que les engrais ne nourrissent pas la terre. La terre, elle vit, c'est de la matière organique, c'est la rotation, c'est la jachère, c'est tout ça qui redonne la vie à la terre. Que l'arbre, les arbres là, ça joue un rôle fondamental. Nous devons aller vers la diversification des cultures. Un défi majeur auquel l'agriculture sénégalaise est confrontée, c'est celui des intrants chimiques. Bien que les engrais aient permis d'augmenter les rendements, leur utilisation excessive pose des risques pour l'environnement et la santé publique. On a besoin d'utiliser peut-être des intrants, qu'ils soient chimiques, biologiques. Maintenant, on a besoin de diminuer le niveau, par exemple, d'utilisation des intrants chimiques parce que ça apporte, ça détruit l'organisme, ça apporte des maladies. Et donc, comment équilibrer cela? Mais en même temps, on ne peut pas s'en passer parce qu'on a besoin de produire plus. Donc, dans l'optique de produire plus, on ne peut pas ignorer ce qui te permet, par exemple, d'intensifier ta production. On doit être capable de faire ce qu'on appelle les trade-offs. C'est-à-dire que prendre le bien de ce côté, le bien de l'autre côté, mélanger pour essayer d'équilibrer. Ça veut dire quoi? On doit être dans des systèmes de transition. Et donc ces systèmes de transition ne veut pas dire que si vous parlez de l'agroécologie, c'est zéro engrais. Non, on est obligé aujourd'hui d'utiliser l'engrais, mais on doit diminuer l'utilisation de l'engrais. Pour assurer la sécurité alimentaire et soutenir les agriculteurs locaux, il est ainsi primordial de promouvoir la consommation locale, mais aussi la nécessité de soutenir les exploitations familiales et de transformer celles-ci en entreprises familiales prospères. En donnant aux agriculteurs les moyens de valoriser leurs terres, l'État sénégalais contribue à renforcer l'économie locale tout en préservant l'environnement. Si l'État aujourd'hui accepte de soutenir les exploitations familiales, les transformer progressivement avec la recherche en entreprise familiale, avec toute une diversification des activités, avec toute une vision de système de financement durable, avec une industrialisation de la production, transformation, avec le contrôle des marchés extérieurs, qu'on ne continue pas aussi à nous déverser des produits subventionnés qui cassent les produits des producteurs. En pensant à notre santé humaine, animale et environnementale, le consommer local, c'est certain. C'est les exploitations familiales qui vont constituer l'entrepreneuriat rural avec la recherche qui cherche toujours à améliorer les variétés, les techniques de production, les outils de production, plus maintenant il nous faut une volonté politique par rapport à ça. Cependant, l'agro-industrie attire de plus en plus de nombreux jeunes agriculteurs. Ces derniers voient dans les méthodes intensives une opportunité de maximiser les rendements et de répondre à la demande croissante de la nourriture. Aujourd'hui à Dakar, nous avons un jardin, une petite ferme qu'on a installée où nous développons tout ce qui est du micro-jardinage hors sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de fournir les quartiers riverains en légumes, en épices et en plantes aromatiques. Nous le faisons nous-mêmes et nous produisons nos propres intrants aussi. Si, à part la semence que nous ne produisons pas, que nous allons acheter, tout le reste nous le produisons. Nous produisons aujourd'hui des fertilisants, nous produisons des protecteurs naturels que nous utilisons et en même temps que nous vendons à des gens qui sont en train de développer des mini jardins à la maison. Que la personne peut elle-même acheter et amener à la maison et d'avoir ses condiments directement dans la maison. Elle-même, elle peut entretenir et savoir comment ses cultures sont produits et quand elle mange, elle saura qu'elle va consommer quelque chose de sain. D'ici à 2050, la population africaine va doubler, ce qui pose le problème de la sécurité alimentaire qui demeure une préoccupation majeure pour le Sénégal. Dire que les agriculteurs soient capables de mieux valoriser les produits de qualité, soient mieux capables de transformer les produits et de les commercialiser eux-mêmes. Et donc forcément, il y a des valeurs ajoutées qui sont supérieures. Et donc ça, c'est important. Donc il ne faut pas simplement penser rendement, il faut penser évidemment aussi valeur ajoutée et économie. Et donc tout ça dépend, et donc ce sont des équilibres à trouver. Et on a vu que ce n'est pas simple d'arriver à une autosuffisance alimentaire, même en augmentant les rendements de manière significative
perspectives et en augmentant un peu les surfaces, on se rend compte que, vu le doublement de la population, eh bien, cette autosuffisance alimentaire n'est pas évidente. La révolution agricole en cours au Sénégal offre de nombreuses perspectives, mais aussi des défis à relever. En conjuguant les principes de l'agroécologie avec les avancées de l'agro-industrie, le pays peut espérer bâtir un avenir agricole durable et prospère. Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec le docteur Mahfouz Sarr, assistant du représentant de la FAO au Sénégal, chargé de programme. Tout d'abord, Monsieur Sarr, quels sont les principaux défis auxquels l'agriculture sénégalaise pourrait être confrontée en 2050 ? Merci. Je voulais d'abord parler des défis démographiques. Comme vous le savez, d'ici 2050, la population du Sénégal va doubler. Donc, il y aura un défi effectivement par rapport à cette démographie. Et avec ses conséquences aussi, parce que là, il y aura problème foncier, problème d'accès à la terre, problème aussi d'emploi des jeunes. Donc là, c'est un défi réel qui est là. Le second défi que je voulais mentionner, c'est un défi climatique, lié au climat, avec toutes ses conséquences. En termes de dégradation des terres, en termes aussi de perte de biodiversité, qui vont nécessiter effectivement des actions donc par rapport pour pouvoir développer un peu l'agriculture d'ici 2050. Actuellement, comment le gouvernement et la société civile travaillent-ils ensemble pour améliorer justement les politiques agricoles dans le pays ? Au niveau du Sénégal, le Sénégal c'est un pays champion en agroécologie. Donc là, depuis 2015, la FAO a engagé un dialogue mondial en fait sur l'agroécologie pour voir un peu quel est le rôle de l'agroécologie par rapport à la sécurité alimentaire. Est-ce que l'agroécologie peut vraiment jouer un rôle pour la sécurité alimentaire? Il y avait un ensemble et beaucoup de concertations au niveau mondial dans les différentes régions du monde et qui a démontré effectivement que l'agroécologie peut contribuer à la sécurité alimentaire. En 2018, il y a aussi un forum mondial organisé par la FAO et qui a pensé qu'effectivement c'était nécessaire de pouvoir faire le scaling up des pratiques agroécologiques, de faire la mise à l'échelle de ces pratiques agroécologiques qui jouent un rôle très important. Et dans ce cadre-là, effectivement, le Sénégal s'est bien positionné effectivement pour que la société civile et le gouvernement puissent travailler ensemble. Je voulais donner un exemple par rapport à la société civile organise régulièrement les journées de l'agroécologie. Et en 2019, un document a été préparé par la société civile et soumis au gouvernement pour fixer, donner un certain nombre d'objectifs de l'agroécologie, dont l'augmentation des facteurs, l'amélioration des facteurs de production, l'augmentation de la production, la valorisation des productions agroécologiques, mais aussi tout ce qui est question de gouvernance. Donc, depuis 2019, il y a cet échange régulier entre le ministère de l'Agriculture et aussi la société civile globalement qui est engagée et qui fait du Sénégal le champion de l'agroécologie. Docteur Sarr, au Sénégal, comment conjuguer l'agroécologie avec l'agro-industrie à l'horizon 2050 pour assurer la sécurité alimentaire et un développement durable? En fait, concilier, c'est trouver un peu cette coexistence entre l'agroécologie et l'agro-industrie. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons avoir en 2050, c'est de pouvoir produire plus tout en préservant notre environnement, tout en préservant nos facteurs de production. Je pense que ça, c'est des éléments importants sur lesquels aujourd'hui on doit s'appuyer pour assurer la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, aussi bien l'agro-industrie qui travaille un peu sur la production, sur l'intensification globalement, et l'agroécologie qui travaille sur l'intensification durable, avec vraiment une préservation des services écosystémiques, donc là qui puisse assurer un peu cette durabilité-là et trouver l'équilibre donc là en termes de production et pour avoir une réponse aussi sur les aspects de sécurité alimentaire. Maintenant, comment les projections démographiques et les migrations internes anticipées influenceront-elles la planification agricole et la gestion des ressources naturelles au Sénégal d'ici 50 ans? D'ici 50 ans, en fait, toute la dynamique qui est engagée au niveau de tous les systèmes, les deux systèmes de production. Aujourd'hui, il y a nécessité, par exemple, au niveau de pouvoir promouvoir tout ce qui est entrepreneuriat durable.
donc là, former, mettre en place des agripreneurs, des jeunes qui sont vraiment au niveau des terroirs et qui sont accompagnés, qui permettent effectivement d'avoir cette capacité de s'installer au niveau des terroirs et d'exploiter au niveau des terroirs, en fait, tout ce qui est exploitation agricole. Je pense que ça c'est des éléments importants qui permettent effectivement, d'ici 2050, de jouer un rôle, d'influencer un peu toute cette dynamique migratoire. Parce que là, en fait, les jeunes qui sont au niveau de leur terroir, qui connaissent bien leur terroir et qui sont au niveau des exploitations familiales et qui se permettent effectivement de pouvoir agir, de produire mieux, tout en préservant leur environnement. Donc je pense que ça peut permettre effectivement de jouer un rôle sur les aspects migratoires, mais aussi ça permet de permettre à ces jeunes-là non seulement d'avoir un emploi, mais aussi de pouvoir jouer un rôle sur la sécurité alimentaire, sur la souveraineté alimentaire même. Parce que là, en fait, toute la dynamique qui est engagée au niveau local, de la production jusqu'au effectivement au niveau de toutes les chaînes de valeur, jusqu'à la transformation, va contribuer à améliorer un peu la richesse au niveau des communautés. Et cette création de richesse au niveau des communautés, forcément, va jouer un rôle sur cette dynamique migratoire qui va vraiment diminuer cette dynamique migratoire au niveau de ces zones. Docteur Sarr, quelles sont les synergies et les tensions potentielles entre les acteurs clés impliqués dans la transition agroécologique au Sénégal et comment ces dynamiques pourraient influer sur la mise en œuvre des politiques agricoles? Oui, en fait, il y a déjà ce dialogue qui est instauré au niveau du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, comme je disais tout tantôt, le Sénégal est un pays champion en matière d'agroécologie. Et on voit les acteurs qui sont vraiment très engagés en fait, sur cette dynamique-là et qu'au niveau du gouvernement, aussi, on a une réponse par rapport au niveau du ministère de l'Agriculture aujourd'hui qui joue un rôle très important. Donc là, pour que cette dynamique agroécologique puisse être accompagnée en termes de... Aujourd'hui, l'engrais biologique est subventionné. Donc là, pour créer des alternatives à l'utilisation de tous ces produits. Aujourd'hui, tous les éléments qui vont concourir un peu à dégrader l'environnement, donc là, sont en train d'être améliorés. Donc là, en termes de, j'ai dit tantôt, la subvention sur les produits sur les produits des intrants biologiques, les fertilisants, la promotion en fait, de tout ce qui est alternatif à l'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, il y a la formulation des produits naturels, donc là qu'on est en train de mettre en place et effectivement faciliter l'accès à tous ces produits au niveau des terroirs par les pouvoirs publics. Docteur Sarr, depuis octobre 2019, vous êtes nommé au poste d'assistant du représentant de la FAO au Sénégal, chargé de programme. Quels sont justement les projets de la FAO qui allie bonnes pratiques agricoles et adaptation au changement climatique? Oui, la FAO depuis 2019 travaille sur un cadre de partenariat avec le gouvernement du Sénégal. Donc là, le cadre de partenariat qui fixe des priorités. Et depuis 2019, au niveau du Sénégal, nous avons mis en place, mis en œuvre des projets, une cinquantaine de projets pour un budget global de tourne autour de plus de 40 millions de dollars. Et dans ces projets-là, effectivement, nous abordons des thématiques, donc là, pour promouvoir l'intensification durable. En fait, c'est ça aussi, c'est un des programmes phares de la FAO. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut développer des approches, faciliter la diffusion de technologies qui puissent permettre aux communautés de s'adapter aux effets du changement climatique. Ça, c'est des éléments importants sur lesquels la FAO travaille beaucoup au Sénégal, avec la société civile, mais aussi avec le gouvernement, mais aussi avec les communautés. Et aujourd'hui, au niveau de la FAO, nous avons des projets qui travaillent sur l'emploi jeune. Nous avons développé beaucoup d'outils, beaucoup de trucs pour permettre effectivement l'insertion des jeunes en milieu pour les emplois ruraux décents. Donc aussi sur les aspects de protection sociale, mais sur les aspects de gouvernance. En fait, en réalité, la FAO travaille au niveau central, mais au niveau décentralisé aussi, qui puisse permettre effectivement au niveau des populations de pouvoir bénéficier un peu de ces supports techniques
de ces accompagnements techniques nécessaires. En parlant d'emploi, quelles sont les projections de l'évolution de l'emploi agricole dans les scénarios agro-industriels conventionnels et d'agroécologie? Oui, en fait, si on a le défi démographique, donc forcément, on aura de la demande qui sera très forte. Aujourd'hui, si on va en milieu rural, c'est de vraiment mettre en place des mécanismes qui puissent permettre effectivement à l'exploitation familiale de muter un peu vers la mise en place des entreprises au niveau familial. Donc là, je pense que ça, c'est important de former les jeunes à créer leurs entreprises et de créer des entreprises sur toute la chaîne de valeur. Donc là, toute la chaîne de valeur agro-silvopastorale halieutique. Donc là, pour voir un peu, pour chaque maillon de la chaîne de valeur, quelles sont les créations d'emplois possibles. Donc là, qui peuvent effectivement permettre à ces jeunes-là, qui sont encore une fois au niveau de leur terroir, de pouvoir développer, contribuer au développement, à la création de richesses au niveau de ces terroirs-là. Donc d'ici 2050, donc là, le scénario agroécologie, donc là, va poursuivre cette dynamique-là et aussi permettre effectivement au niveau local d'impliquer toutes les collectivités territoriales, par exemple aujourd'hui, pour pouvoir appuyer tout ce processus. Donc on a beaucoup d'exemples, en fait, qui ont été, des réalisations qui ont été obtenues dans ce domaine-là et qui nécessitent effectivement cette mise à l'échelle pour permettre à ces jeunes, sur le scénario agroécologie, de pouvoir créer les emplois. Sur le scénario agro-industriel, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire cette coexistence verte, comme on a dit. Faire quoi faisant, c'est permettre effectivement à ces agro-industries de pouvoir non seulement développer un dialogue avec les collectivités territoriales, avec les communautés de base. Comme vous le savez, cette conciliation, cette coexistence verte pourra se faire effectivement si l'agro-industrie adopte en fait toute cette intensification durable. Et là, je pense que c'est déjà bien lancé, d'autant plus que, comme je l'ai dit, il y a les alternatives à l'utilisation des produits agrochimiques sont là. Donc sont en train d'être développés par la recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les dispositions qui sont prises, et là c'est ressorti à partir des discussions au niveau de l'atelier, en termes d'améliorer la recherche prospective, et qui permet effectivement de pouvoir développer tous ces éléments que l'agro-industrie pourrait utiliser pour réduire l'impact négatif des productions sur l'environnement globalement. Et maintenant, en quoi consiste la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, DITAES, et quel est son rôle dans cette transition? La DITAES, c'est un cadre multi-acteurs. C'est un cadre de dialogue multi-acteurs qui regroupe tous les acteurs qui travaillent, qui interviennent sur l'agroécologie globalement. Donc aujourd'hui, la DITAES joue un rôle primordial sur la transition agroécologique au niveau du Sénégal, au niveau central et au niveau déconcentré aussi, au niveau des différentes zones. Il y a la création de la DITAES, la dynamique de la transition agroécologique au Sénégal. La DITAES a mis en place les DITAEL, les dynamiques de transition agroécologique au niveau local. C'est pour montrer qu'effectivement toute cette dynamique qui est engagée au niveau national pour qu'effectivement la promotion, la transition vers l'agroécologie puisse être effective. Donc là, pour créer ce dialogue multi-acteurs, pour permettre aussi bien les chercheurs, le privé, la société civile, les collectivités territoriales. Aujourd'hui, il est heureux de constater au Sénégal qu'il y a l'association des maires qui sont engagés sur l'agroécologie et qui ont signé des pactes verts par rapport à l'agroécologie. Donc, pour dire que la DITAES joue un rôle primordial au niveau de la transition agroécologique. Et aujourd'hui, la DITAES, ce cadre d'échange, de dialogue multi-acteurs, a développé, comme je le disais tout à fait au début de l'entretien, fait les journées de l'agroécologique, produit un document politique remis au niveau du gouvernement pour décliner un peu un certain nombre de points sur lesquels on sollicite l'appui du gouvernement pour pouvoir avancer en termes de production, en termes de préservation de l'environnement, en termes de dialogue politique
donc là, sur la transition agroécologique, en termes de valorisation aussi de la production agroécologique. Monsieur Sarr, quel regard portez-vous au niveau de la FAO sur les politiques publiques? Contribue-t-elle vraiment à relever les défis agricoles du pays et comment les accompagnez-vous pour atteindre ces objectifs? Oui, cette étude est inscrite dans la prospective, donc là sur les défis et opportunités, sur la transition vers l'agroécologie lancée par la FAO en 2022. Donc pour dire qu'effectivement la FAO va appuyer le gouvernement du Sénégal qui s'inscrit dans une dynamique de souveraineté alimentaire. Cette dynamique de souveraineté alimentaire intéresse la FAO et que pour cet accompagnement du gouvernement du Sénégal, surtout par rapport à cette étude prospective qui a montré qu'effectivement il y a besoin d'avoir des recherches prospectives avec identification claire d'un certain nombre d'indicateurs, donc là qui seront discutés au niveau par les différents acteurs. Il y a ce besoin d'évidence, donc là de l'agroécologie, je pense que d'évidence, d'avoir des données par rapport à l'agroécologie, mais aussi il y a ce besoin de renforcer cette gouvernance au niveau de l'agroécologie. Merci Monsieur Sarr pour cet éclairage et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour m'avoir invité. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média 1.